Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo au sujet du stress en recherche d'emploi. J'ai l'honneur d'accueillir David, ici présent. Voilà. Bonjour. Et moi du coup, je suis partie en quelques secondes ce matin. J'ai pris l'avion et je suis arrivée donc sur les îles. Tu viens David? Tu viens me rejoindre? C'était pas mal, mais je t'ai Pas mal, pas hein? vu, donc on va recommencer. Alors, je vais te laisser te présenter. Je me présenterai après et on pourra attaquer ce sujet sur le stress parce qu'on a énormément de choses à partager avec les personnes qui nous écouteront. Alors, qui Ouais, ok. Bah, écoute, moi c'est David, je suis psychologue du coup, psychothérapeute. J'exerce en cabinet libéral. J'interviens dans pas mal d'organismes de formation pour animer des sessions de formation sur des sujets un petit peu variés. C'est vrai que la question du stress est un sujet un peu majeur pour moi. Je me suis formé à pas mal de choses, notamment en sophrologie, en hypnose. J'utilise un exercice de respiration qui est la cohérence cardiaque, qui est super, on en parlera peut-être un petit peu. Et voilà, et du coup, j'ai eu l'occasion dans ma pratique d'accompagner des personnes en recherche d'emploi sur un dispositif un petit peu particulier. On en avait parlé un petit peu ensemble, c'est le PLI. Et puis voilà, j'ai animé des sessions de confiance en soi et d'entretien d'embauche dans les missions locales avec des jeunes en recherche d'emploi. Donc voilà, la question du stress et de l'emploi, c'est un peu connecté pour moi aussi. Mais voilà, ouais, la question du stress, elle est importante pour moi. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait appel à toi parce que déjà, je te trouve très, voilà, tu as cette expertise-là et puis je trouve que tu as quelque chose qui met vraiment à l'aise et je pense que pour parler du stress, tu étais la personne idéale de par ton Merci. expertise, ta bonne humeur, parce que si vous saviez comment on a pu rire tous les deux, et c'est aussi pour ça voilà, qu'on avait vraiment de faire cette vidéo. Donc voilà, un très joli moment qu'on va passer ensemble. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci pour ce partage. Alors dommage que tu puisses pas venir avec moi sur les îles. Ça tient. Alors, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, donc moi je m'appelle Aurore Margotin-Schmitt, je suis conseillère en insertion professionnelle, coach emploi depuis 10 ans maintenant. J'ai un master en psychologie et c'est un domaine, le stress, du coup, qu'on rencontre tous les jours auprès des personnes en recherche d'emploi. Et ce stress, il a quand même des conséquences assez importantes, un coût assez important. Le nombre de personnes qui me disent, mais mon entretien, j'ai pas été moi-même, ou je me sens pas bien, et ça peut avoir des répercussions aussi physiologiques. Ça peut être aussi des personnes qui peuvent émotionnellement ne pas arriver à gérer et peut-être même se mettre à pleurer en entretien. Et c'est vrai que ça peut être même culpabilisant pour les personnes de se dire mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et donc, c'est tout l'objet de la vidéo, c'est que tu puisses, avec ton expertise, nous expliquer tout ça et y avoir des clés pour comprendre et comment on pourrait dire, s'alléger, être libre, je pense. Hein. Ouais, en fait, je pense que le point essentiel, c'est vraiment que le stress, c'est d'abord une capacité d'adaptation. Ça veut dire que le stress, c'est normal et c'est complètement légitime, en fait. Normal, ouais. Et je pense que c'est vraiment le point le plus important parce que, tu vois, dans des formations où on va te parler de gestion du stress, de choses comme ça veut dire le stress, il y a un truc à gérer. Mais comme si je devais gérer, tu vois, un problème. Sauf qu'en fait, ce n'est pas un problème en soi, parce que du coup, ça fait vraiment partie des capacités d'adaptation. C'est-à-dire, en fait, face à quelque chose qui va te demander de te concentrer, une attention particulière, une disponibilité, bah, ton corps il va produire un certain nombre de neurotransmetteurs dans ton cerveau pour justement t'aider à te concentrer en fait sur ces choses-là. Donc en fait, il ne faut vraiment pas voir le stress comme un ennemi, parce que du coup, si on voit le stress comme un ennemi, bah, du coup, ça veut dire que je vais être en lutte, j'ai un combat à mener. Et en fait, du coup, c'est ça qui génère le stress, parce que si je dois me battre contre toi, bah, du coup, il y a de la pression, il y a de la tension, et puis bah, il y a un enjeu peut-être un peu vital aussi si je suis en combat avec toi. La survie Maintenant, si totale. je ne te considère pas comme une ennemie, mais comme une amie, bah, du coup, je ne vais pas du tout avoir les mêmes relations et les mêmes rapports avec toi. Et Ouais. vraiment, le stress, c'est vraiment exactement la même chose. C'est que ça dépend vraiment de la relation que tu entretiens en fait avec ton stress qui va faire toute la différence. Et que du coup, si on voit ça comme plutôt déjà quelque chose de positif parce que ça m'aide justement à me concentrer, à m'adapter, Oui. et bah, du coup, je vais avoir une relation beaucoup plus sereine en fait avec mon stress. Et tu as dit quelque chose d'important dans le côté survie. Il y a beaucoup de personnes qui, en recherche d'emploi, disent c'est un combat.
La recherche d'emploi, c'est un combat, il faut s'armer. J'entends beaucoup de vocabulaire de ce type-là. Et comme tu dis, si en plus le stress, on le vit comme quelque chose d'un problème, quelque chose de compliqué, on a un double poids sur les épaules et on peut peut-être plus facilement perdre pied et ne pas exprimer son plein potentiel du coup. Hein. C'est vraiment ce vocabulaire de survie. Exactement. Mais moi, j'aime bien, tu avais relevé une citation que tu avais accrochée sur mon site, c'est la vie, c'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Génial. En fait, c'est un petit peu la même chose, tu vois. Il y a une autre citation où on dit, les essuie-glaces dans une voiture, ça n'empêche pas la pluie de tomber, mais ça permet de continuer à avancer. Exactement. C'est un petit peu la même chose, c'est que je ne vais pas empêcher la pluie de tomber, ça veut dire que je ne vais pas empêcher le stress d'être là, mais par contre, je vais trouver des moyens, des essuie-glaces qui vont me permettre de continuer à faire ce que j'ai envie de faire et qui est important pour moi, même si la pluie, elle tombe. Mais ça, ce n'est pas grave. Et je crois qu'il y avait un exemple dans la discussion qu'on avait eue ensemble qui t'avait vachement parlé, tu vois, je peux être amené par exemple à faire une conférence ou je pourrais très bien aller passer un entretien d'embauche demain, tu vois, avec quelqu'un qui recrute. Évidemment que ça va générer du stress chez moi quand je vais passer cet entretien ou que je vais devoir faire cette conférence. Et du coup, je vais avoir des réactions particulières au niveau corporel. Peut-être que je vais sentir que j'ai une accélération du rythme cardiaque. Peut-être que je vais me sentir un petit peu transpireux. Peut-être que je vais avoir le souffle peut-être un petit peu coupé. Et peut-être même, ça peut créer des fourmillements, tu vois, dans ma tête. Et puis, du coup, là, c'est vraiment des sensations physiques. Ouais, voilà. Mais au niveau mental, il va y avoir des choses aussi. Je vais me dire, oulala, si ça se trouve, l'autre, il va me trouver nul. Ou si ça se trouve, je vais perdre mes mots, je vais plus savoir quoi dire, on ne va pas me trouver intéressant, etc. La projection. Maintenant, toutes ces réactions-là, en fait, on constate qu'elles vont être présentes chez tout le monde en réalité. Maintenant, la question, c'est quelle est la relation que je vais entretenir avec ces réactions. Tu vois, si je vais à un entretien d'embauche, j'ai mon rythme cardiaque qui s'accélère, ma respiration aussi, et que dans ma tête, je me dis « oulala, j'ai un problème, je suis en train de faire une crise cardiaque, ou je vais tomber dans les pommes », et ben en fait, je suis en train d'augmenter mon niveau de stress, et évidemment, il y a des chances que je parte en courant et que j'aille aux urgences plutôt qu'à mon entretien d'embauche. Maintenant, si j'accueille ça, tu vois, en me disant « mais c'est OK, c'est normal ». C'est humain. C'est normal que j'ai ma respiration qui s'accélère ou qui est un peu coupée. C'est normal que j'ai des fourmillements dans la tête. C'est normal que j'ai l'appréhension d'avoir peur de perdre mes mots ou que l'autre peut-être va me trouver nul. Mais c'est normal en fait. Donc c'est OK. Et je ne rajoute pas une dose de stress en me disant que c'est normal et que c'est OK. Et c'est vraiment la différence. C'est que c'est soit je suis en lutte, soit je suis dans l'accueil de ce qui se passe et de mes sensations, et que du coup, si je suis dans l'accueil de ce qui se passe, il y a déjà une espèce de normalisation, je ne dirais pas de banalisation, mais tu vois, une espèce de normalisation, et du coup, il y a quelque chose qui s'apaise déjà parce que c'est normal et c'est OK. Et souvent, en fait, ce qu'on dit, c'est que les gens, en fait, ils souffrent d'abord du fait de penser qu'ils ne devraient pas avoir de problème, en fait. Et que du coup, ils ne devraient pas avoir de réaction, ils devraient être… Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Il faut d'abord accepter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et je suis stressé, c'est OK, je suis stressé, mais qu'est-ce qui est important pour moi, en fait? C'est d'aller faire cet entretien ou c'est d'être concentré sur mes réactions de stress? Non, ce qui est important, c'est de faire mon entretien. OK, j'y vais, même si j'ai ma réaction de stress. Ouais. Et ce qui peut arriver, c'est qu'on avait dit justement que le stress peut être généré par du coup l'inconnu parce que ça va demander une adaptation. Et la recherche d'emploi, je tiens vraiment à le préciser, c'est pas anodin. Il suffit pas de traverser la rue pour en trouver. C'est pas si simple que ça. Ça demande. Les métiers sont de plus en plus techniques. Les métiers, il y a de plus en plus de métiers qui demandent des formations voilà, de plus en plus élevées, même d'expérience de plus en plus élevées. Et ça génère du stress parce qu'il y a déjà une vraie question, c'est est-ce que je vais trouver? Parce que le niveau d'exigence est très élevé. Il y a beaucoup plus de candidats aussi. Et puis, toute la société n'arrête pas de nous le dire. C'est difficile, c'est compliqué. Donc déjà, je pense que le message sociétal qui nous est donné, inconsciemment, va nourrir déjà ce stress. Ensuite, il y a le fait que, comme tu disais, en recherche d'emploi, on s'inscrit un jour à Pôle emploi et on ne sait pas ce qui va nous arriver. Et là aussi, toute la société nous nourrit, les forums, les copains nous disent « Oh là, c'est compliqué, tu vas voir ». Les rendez-vous, Pôle emploi. Enfin, du coup, là aussi, on va nous mettre toute une pression au niveau de l'institution et de se dire mais je me sens complètement perdue, je ne sais pas ce qui se passe, comme si on arrive dans un labyrinthe et on ne sait pas où est la sortie, en fait, on ne sait même plus par où on commence et on se sent perdu. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de perdu.
Et il y a aussi certains candidats qui ne savent pas précisément ce qu'ils veulent comme objectif, comme métier, comme poste, comme mission, qui n'ont pas une idée claire de ça. Et ça peut rajouter aussi du stress. Et l'entretien, on n'en a pas vécu toute notre vie. C'est quelque chose qu'on vit épisodiquement. J'ai du mal à le dire celui-là. Épisodiquement. Bien, bravo. Il était dur celui-là le matin. Et c'est vrai que je tiens vraiment à le préciser, c'est que la recherche d'emploi n'a absolument rien de « ouais, youpi, c'est facile ». La recherche d'emploi, c'est vraiment un moment de la vie qui va demander encore plus d'adaptation, encore plus de remise en question, encore plus d'apprentissage, et ça n'a rien de naturel, ça nous sort de notre routine, on est bien d'accord. Donc tous nos comportements habituels se remettent en cause, et ce qui peut du coup générer ce stress. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, et puis je pense qu'il y a un truc qui est important dans ce que tu dis, est-ce que je considère, si ça ne marche pas, est-ce que je considère ça comme un échec ou est-ce que je considère ça comme un apprentissage? Il y a une citation comme ça où on dit c'est soit un échec, soit une expérience en fait. Et en réalité, j'échoue jamais puisque j'augmente mon niveau d'expérience. Et du coup, un entretien, c'est un peu la même chose, c'est que si j'en passe 10, je suis évidemment beaucoup plus expérimenté que si j'en ai passé qu'un seul. C'est comme si tu prends un cours de ce que tu veux, tu prends un cours de danse, de salsa ou tu prends un cours de guitare. Évidemment qu'au premier cours, je ne vais pas être super bon, mais peut-être qu'au 10e, je vais commencer à avoir un petit peu plus de fluidité et puis au 100e, je t'en parle même pas. Et donc, du coup, c'est un peu la même chose dans un entretien d'embauche. Évidemment que le premier entretien, je ne vais peut-être pas forcément être hyper à l'aise. Peut-être que je vais chercher mes mots. Je ne connais pas un peu les questions du recruteur. Donc, peut-être que je vais me retrouver un petit peu coincé en me disant, mince, je n'avais pas prévu celle-là, je ne sais pas trop quoi répondre. Sauf que du coup, le deuxième entretien, déjà, tu as une expérience de te dire, tiens, je sais à peu près quelles sont les questions que l'autre m'a posées la première fois, la troisième, la quatrième et la 10e fois encore plus. Et du coup, c'est vraiment important. C'est pas en one shot. C'est pas je fais un entretien et ça marche. Et si ça marche pas, ça veut dire que je suis nul et que j'ai échoué et qu'on me recrutera jamais. Il faut vraiment pas rester bloqué sur cette première idée. Souvent, on raconte l'histoire d'Edison en disant c'est celui qui a inventé l'ampoule électrique. Et a priori, alors, la légende raconte qu'il aurait réussi à la 1001e fois. Et donc, les gens lui auraient dit dis donc, pendant 1000 fois. Il a dit non, j'ai réussi pendant 1000 fois à ne pas faire une ampoule. Exactement. La 1001e fois, j'ai réussi à en faire une, quoi. Mais il n'aurait pas réussi à la faire s'il n'avait pas fait les autres essais. Et en fait, dans cette histoire-là, ce qu'on se rend compte, c'est que certainement que la compétence psychologique la plus importante, c'est la détermination. Oui. Parce que si la légende, elle est vraie, s'il a réussi la 1001e fois, t'imagines ce qui serait passé s'il avait abandonné au bout de la 900e, en fait. On n'aurait pas. C'est quelqu'un d'autre qui aurait inventé l'ampoule électrique, mais peut-être qu'on n'aurait pas d'électricité aujourd'hui. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça n'a pas marché 10 fois, ok, ça marchera la 11e, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si j'arrête maintenant, c'est sûr à 100% que je ne trouverai rien. Exactement. Le moyen que j'ai de trouver, c'est de continuer, de persévérer. Donc, c'est vraiment important d'être déterminé et de considérer que dans cette situation qui, a priori, pourrait être vécue comme un échec, qu'est-ce que ça m'apprend? C'est ça. Qu'est-ce que ça m'apprend des attentes du recruteur, de ma manière de me présenter, de ma manière de répondre aux questions, de la manière de montrer à la personne que je suis motivé. Tu vois, pour avoir sélectionné aussi des candidats, parce que j'ai fait partie de sessions de recruteurs, des fois, les gens vous disent moi, je suis motivé. Ouais, mais ça veut dire quoi, en fait, je suis motivé? C'est-à-dire, c'est pas parce que tu me dis que tu es motivé que je le sens et que j'ai la preuve, en fait, que tu es motivé. Et du coup, déjà, ça, c'est un apprentissage, en fait, de se dire, tiens, j'ai pas arrêté de dire je suis motivé, mais peut-être je suis pas allé dans le détail, en fait. Comment je le C'est montre? le même exemple que quelqu'un qui te dit, j'ai beaucoup d'expérience. Ouais, mais si moi, je te dis, Aurore, j'ai beaucoup d'expérience, quelle est l'image qui s'affiche dans ta tête? Il n'y en a pas, en fait. Maintenant, si je te dis, j'ai fait un stage de 3 mois dans une entreprise, n'importe laquelle pour ne pas citer d'entreprise, et dans cette entreprise, j'ai fait de la mise en rayon, j'ai fait du merchandising, j'ai fait de l'accueil client. En fait, d'un coup, tu as une image de qu'est-ce que j'ai fait, pendant combien de temps, à quel endroit, et donc du coup, c'est beaucoup plus précis. Donc, ce n'est pas la même chose de te dire j'ai de l'expérience et te dire j'ai travaillé pendant 6 mois à tel endroit et j'ai fait ça. Et puis derrière, tu peux rajouter de l'émotionnel en disant et en plus, j'ai adoré parce que du coup, le contact avec les clients, vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant. Et en plus, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est travailler en équipe parce que ça, vraiment, le travail en équipe, c'est important pour moi. Et là, du coup, derrière,
bah, le recruteur, il commence déjà à avoir une idée de c'est quoi tes valeurs, c'est quoi qui est important pour toi. Et c'est pas seulement je suis motivé, j'ai de l'expérience. Tu vois? C'est ça. Et donc, vraiment, à travers c'est des essais-erreurs, en fait. Et donc, du coup, à travers un entretien qui n'a pas fonctionné comme tu aurais voulu, bah, c'est simplement d'avoir le recul plutôt que de se dire bah, mince, je suis nul, ça n'a pas marché. Simplement d'avoir le recul en disant bah, c'était une expérience, c'était un brouillon, c'était un essai qui va m'aider à préparer mon prochain entretien. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça m'a appris? Et qu'est-ce que je peux retirer de cette expérience qui va m'être utile et qui va me servir pour la prochaine fois? Et ça, C'est c'est comme si tu fais un gâteau où tu as trop de sucre. Oui. Bah, tu te dis, OK, comment je peux faire une prochaine recette qui sera meilleure? Bah, je vais faire la même recette, mais en mettant un peu moins de sucre. Et tu as des chances que la deuxième recette, elle soit meilleure que la première. Et ainsi de suite. C'est exactement la même chose sur une présentation, sur un rendez-vous, sur un entretien, en fait. Là, ce que tu nous dis, c'est la question de l'indulgence. C'est-à-dire qu'en recherche d'emploi, je vois beaucoup de candidats depuis 10 ans, plutôt aussi, parce que tu as aussi accueilli des personnes en recherche d'emploi, où il y a déjà une culpabilisation de pourquoi tu n'as pas trouvé? Mais c'est parce que tu ne cherches pas vraiment, mais tu n'as pas envie. Allez, si tu avais envie, tu trouverais déjà. Et du coup, il y a vraiment un langage sociétal là aussi. Des fois que maladroit, hein, des fois c'est pour dire ah, mais je te bouge en disant ça, je veux te booster. Ben non, en fait, tu es juste en train de me faire culpabiliser. Et les personnes le prennent ce message-là pour elles. Donc, elle culpabilise. Et en culpabilisant, elle se juge. Et ce que tu es en train de nous dire, c'est super important, c'est s'il vous plaît, faites-vous du bien, soyez indulgents avec vous, autorisez-vous à faire des choses imparfaites. Il y a sûrement des choses, même dans notre propre vidéo, qui est sûrement imparfaite, mais on est OK avec ça. On est OK parce qu'à un moment donné, voilà, il faut apprendre à ne pas se juger. Au lieu de rester sur le problème ou sur un mot sur lequel on a tiqué, sur une phrase qu'on n'a pas réussi à dire, d'ailleurs le mot tout à l'heure, je ne sais plus lequel c'était, mais je n'ai pas réussi à le sortir tout de suite, eh ben, je suis OK avec ça, j'ai le droit d'être imparfaite, je ne suis pas un robot, je suis un être humain, et c'est aussi ce qui fait notre richesse et qui on est. Et c'est comme ça qu'on peut encore mieux avancer et ne pas se perdre dans le labyrinthe parce qu'on va encore mieux réfléchir, mieux trouver des solutions et apprendre. Donc, ce que tu as dit est hyper important, que vraiment tout le monde l'entende, le côté indulgence pour soi. Et du coup, là aussi, pour entretenir ça, c'est de rester avec des gens bienveillants autour de soi. Parce que si on reste avec des gens qui sont tout le temps à nous dire mais t'as pas trouvé, mais qu'est-ce que tu fous? Non mais franchement, allez, bouge-toi un peu. Et beaucoup d'autres choses qu'on peut nous dire et on peut en faire une liste, hein, vraiment. Donc c'est aussi important pour nourrir ça de rester entouré de personnes positives, mais ça on en reparlera dans d'autres vidéos. On a parlé du coup de la peur de l'inconnu, qui va justement demander d'adaptation. On a parlé de cette importance de non-jugement, d'indulgence vis-à-vis de soi-même pour ne pas être focalisé sur un point, mais au contraire, comment je peux avancer, qu'est-ce que j'en ai appris. Et puis, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, il n'y a rien de grave. Un point sur ce que tu dis, en fait, il faut vraiment se reconnecter avec l'idée que dans la vie, tout est apprentissage. Et que si tu repenses au développement d'un enfant, les pédiatres, ils donnent un chiffre comme ça, je ne l'ai plus en tête, mais du nombre de fois qu'un enfant tombe Oui. avant de réussir à marcher. Plus de 1000, je crois. En fait, mais je crois que c'est énorme, c'est des centaines, voire des milliers de fois de chutes que le gamin fait avant de réussir à marcher. T'imagines si au bout de la 10e chute, le gamin se dit bah, c'est bon, je reste à 4 pattes en fait. Bah, on n'en serait pas là, on tournerait la vidéo à 4 pattes aujourd'hui, tu vois. Mais peut-être ça serait drôle, Oui. peut-être ça serait drôle, mais peut-être ça serait pas très pratique dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu acceptes l'idée que si tout est apprentissage, l'apprentissage, il fonctionne par essai et par erreur. C'est exactement la même chose que souvent on donne l'exemple du tir à l'arc et de la cible. Si tu tires ta première flèche et que tu es complètement à gauche de la cible, tu vas faire quoi la fois d'après? Tu vas réorienter un petit peu plus à droite. Et peut-être tu vas être trop à droite cette fois-ci parce que tu auras trop rectifié. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de trouver un entre-deux. Mais en fait, cet essai-erreur, millimètre par millimètre, fait que tu vas te rapprocher de ta cible. C'est exactement la même chose. Si tu mets une guitare dans mes mains pour la première fois de ma vie, je ne peux pas m'attendre à faire le concert du siècle. Ce n'est pas possible, je ne l'ai pas appris. Donc, je vais bien accepter l'idée que je ne vais pas savoir faire, je vais galérer sur les cordes, mes doigts ils vont toucher toutes les cordes en même temps, je vais avoir mal aux doigts, je vais avoir des cales sous les doigts, et puis je ne vais pas savoir faire. Mais si j'accepte ça, c'est OK. Et donc, si c'est OK, ça veut dire que je suis d'accord pour prendre un deuxième cours, un troisième cours, pour m'améliorer, pour galérer un petit peu, m'améliorer encore, et peut-être qu'un jour, je ferai un concert et je serai content de moi.
Mais souvent, les gens, dans la réussite, ils ne voient pas que c'est comme l'iceberg, en fait. Tu as la pointe, mais en fait, pour que la pointe, elle flotte, tu as 90% du poids de l'iceberg qui est sous l'eau. Ouais. Et en fait, dans la réussite, évidemment, il y a un côté un petit peu tape à l'œil. Tu vois, si je te dis, bah, tiens, j'ai une entreprise ou je suis patron de ce truc-là, ou j'ai réussi à jouer de la guitare, en fait, tu ne vois pas les heures d'entraînement que j'ai eu derrière pour réussir un truc pareil. Et si toi, tu n'as pas conscience de ça, et bah, du coup, tu vas avoir l'impression que c'est censé être facile et que pour toi, ce n'est pas facile. Donc, tu as un problème puisque pour toi, ce n'est pas facile. Ouais. D'accord? Donc, effectivement, il faut accepter ça, ne pas juger et accepter qu'on est dans l'essai-erreur, que c'est un apprentissage en permanence et que du coup, bah, mon premier rendez-vous et mon premier entretien, bah, je ne peux pas savoir faire puisque c'est mon premier entretien. Mais c'est OK avec ça parce que du coup, la bonne nouvelle, c'est que s'il y a un premier entretien, et bah, le prochain, ça sera déjà le deuxième en fait. Et que le prochain, ça sera déjà le troisième et que d'entretien en entretien, je vais me perfectionner. Et moi, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est même si la personne, elle vous dit, bah, j'ai choisi un autre candidat, demandez un retour. Exact. Demandez un retour, demandez un feedback, parce que c'est ça qui va vous faire évoluer. Posez la question, dites, bah, OK, c'est OK pour moi, mais je voudrais juste savoir qu'est-ce que vous avez pensé de ma prestation, qu'est-ce que vous avez aimé, et quel conseil vous me donneriez pour améliorer ma prestation la prochaine fois. De toute façon, la personne, elle ne vous recrute pas, posez-lui ces questions-là. Et ça peut être super intéressant d'avoir ce retour-là, parce que du coup, ça vous donne de l'information, et avec cette information, vous pouvez évoluer, en fait. Donc, un entretien, même si la personne elle vous dit, bah, écoutez, je vais plutôt recruter un autre candidat, arrêtez-vous pas là. Dites-vous pas juste, c'est l'échec de ma vie. Non, c'est OK, très bien. Et ce n'est pas un échec. Qu'est-ce que vous avez aimé de ma prestation? Parce qu'il faut toujours travailler les points forts et les points à améliorer. Qu'est-ce que vous avez aimé de mon entretien et de ma prestation? Quels sont les points forts que vous avez repérés dans le rendez-vous? Et puis, quels sont les conseils que vous me donneriez pour m'améliorer la prochaine fois? Et vous repartez du coup avec un bagage, vous savez déjà un petit peu qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. C'est comme le prof de musique qui va dire, bah, écoute, après cette session de guitare, moi, ce que je te propose, c'est que tu travailles un petit peu la souplesse de tes doigts en faisant tel exercice, parce que du coup, je pense que c'est là-dessus que tu peux t'améliorer. Par contre, tu as l'air d'avoir le sens de la musique et ça, c'est cool. Donc, tu as déjà un point fort. Donc, ça va t'encourager pour la suite. OK, moi, j'ai envie de prendre mon deuxième cours de guitare, du coup. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses que tu as dites. Il y en a deux dont il y en a la troisième, je ne me rappelle pas, elle va revenir. Mais il y a deux choses hyper importantes que tu as dites, David. La première, c'est dans tout ce que tu as dit, c'est je pense aussi le plaisir. C'est-à-dire que si à un moment donné, on n'est pas dans le plaisir, on subit, on ne sait même pas pourquoi on le fait, pourquoi finalement je vais chercher du travail pour payer mes factures. C'est-à-dire que l'une des premières choses que je demande aux personnes, et toi aussi sûrement, c'est mais pourquoi vous cherchez du travail? Pourquoi vous voulez retourner en emploi? Parce qu'on vous l'a dit, pour payer des factures? Ou est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que peut-être que grâce à ce salaire, peut-être que c'est qu'une question financière, hein, peut-être que grâce au salaire, on va pouvoir payer les études des enfants. Peut-être que grâce à ça, on va pouvoir avoir un toit au-dessus de notre tête ou partir sous les palmiers. Peut-être qu'on pourra assurer je ne sais pas moi, une vie à nos enfants pour plus tard avec des biens immobiliers. J'en sais rien, mais c'est quoi vos rêves? C'est quoi vos rêves? Et puis peut-être qu'également, trouver un emploi, c'est répondre à des valeurs. Quand on se connaît, on va se connecter à ces valeurs-là. Est-ce que ces valeurs, c'est des valeurs d'altruisme? Est-ce que c'est des valeurs d'indépendance, de liberté? Est-ce que c'est des valeurs de créativité? Donc, pourquoi vous voulez retourner en emploi et pourquoi sur ce poste-là, sur ces missions-là? Qu'est-ce que ça a comme sens pour vous? Et ça, c'est l'un des premiers travaux fondamentaux à réaliser en accompagnement. Je pense que tu es d'accord là-dessus. Pour que vraiment la personne, un, elle se reconnecte à elle, deux, elle soit dans le plaisir de dire « Ouais, j'ai de la valeur, je vais y aller, je vais me présenter parce que j'ai des choses à apporter, je vais être fière de moi, j'en ai la chair de poule. » Parce que vraiment, quand on travaille là-dessus, la personne, elle se transforme littéralement. On parle vraiment de transformation, on est d'accord, hein. Et à partir de là, il y a vraiment une démarche qui est complètement différente quand on est connecté à ça. Et donc, la deuxième chose, le deuxième point qui était important, je tiens vraiment à le souligner, c'est vraiment ce côté subir. Il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de potentiel, énormément de valeur et qui ne retournent pas en emploi aussi vite finalement qu'elles le pourraient parce qu'il y a tout un processus de pensée, plein de schémas en fait de côté subir. Ah, je dois faire ça, je dois répondre à des offres d'emploi, je dois faire parce que justement ça n'a pas de sens. Donc les deux sont imbriqués. Plus je suis connectée au sens de pourquoi je fais ça, quel sens ça a pour moi, quel rêve ça vient nourrir, quelle réalité je vais pouvoir construire grâce à ça, quels sont mes objectifs, et plus je vais être acteur de ma vie, moins je vais subir,
plus je pense ça va diminuer le niveau du stress et plus on sera ouvert à l'accepter. C'est un autre mot-clé que tu as donné extrêmement souvent, je tiens à le souligner, c'est accepter son stress comme messager d'une situation où je vais devoir juste tout simplement m'adapter et trouver des solutions nouvelles. Et une fois que ces solutions, elles seront ancrées comme des habitudes, hein, tu me confirmes si voilà, on est OK là-dessus. Et dès que ces nouvelles acquisitions, elles seront ancrées, ça deviendra une routine. Et une routine que je vais pouvoir améliorer par couche, comme tu disais, un bon gâteau au chocolat qui sera encore meilleur. Et On a fait un? oui, pour l'anniversaire de ma fille, tu as raison, j'en ai parlé il y a 2 jours, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus, on est gourmands ici. Ah, mais franchement, mais, oh. Mais je te referai un, je te promets, on se fera une immense fête, une immense réunion, je pense, pour tous se booster et on fera du gâteau au chocolat. Et voilà, donc c'était des points essentiels à noter par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Ah oui, voilà, il y a une autre chose aussi très importante que tu as dit, David, et dont on avait déjà parlé. Mais c'est quoi cette société où il faut être parfait? C'est quoi cette société où on n'a pas le droit d'avoir une neige de travers? On n'a pas le droit de rire, il faut être toujours sérieux dans des cadres. Et en fait, du coup, les gens se moulent là-dedans et ça les stresse parce que tellement de personnes me disent « mais j'ai pas été moi-même ». Je ne sais pas ce qui s'est passé en entretien ou dans cette… Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas osé faire ça? Parce qu'on a intégré le fait qu'on devait être parfait, qu'on n'avait pas le droit aux essais-erreurs. Et c'est hyper bloquant et stressant comme mécanisme. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, carrément. Alors, il y a un message qu'on véhicule actuellement, mais qui ne fait pas très plaisir aux jeunes générations, du coup. Il y a tout un tas d'études qui montrent que l'un des plus gros facteurs de stress dans la vie de tous les jours, en fait, c'est les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, c'est un truc très bête, mais les réseaux sociaux, ça favorise la comparaison sociale. C'est-à-dire, du coup, je vais me comparer à ce que les autres vivent. Le problème, c'est que, tu vois, si aujourd'hui je me lève, que je suis un peu tristoun, que je ne suis pas motivé, que je ne vais pas prendre une photo de moi et l'envoyer sur Facebook, Snapchat ou Instagram, je vais cacher cet élément-là. Par contre, quand je vais être entouré avec des amis, que je vais faire la fête, que je vais être avec une plage magnifique comme tu as derrière toi, hop, je vais prendre une photo puis je vais l'envoyer sur les réseaux sociaux. Sauf qu'en fait, c'est juste 1 minute de ma vie, en fait. Mais derrière cette minute de ma vie, il y a le fait que ce matin, je me suis levé, j'étais déprimé, j'étais pas bien, j'ai eu un coup dur hier, etc. Tu vois. Sauf que ça ne va pas être affiché sur les réseaux sociaux. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les réseaux sociaux, ça va simplement être un filtre de tous les moments qui sont dans le top de la vie de chacun, sauf que c'est des moments qui se produisent une fois tous les 3 mois. Sauf que, comme toi, tu regardes les réseaux sociaux tous les jours et que tu es alimenté par ce genre d'informations, à un moment donné, tu crées l'impression que les gens, ils ont une vie extraordinaire, qui font la fête tout le temps, qui sont en voyage tout le temps, qui ne travaillent jamais, du coup, ou alors qu'ils ont un job qui leur permet de voyager, qui est extraordinaire, qui est passionnant. Et du coup, tu te dis, mais moi, ma vie, en fait, elle est pourrie à côté. Et du coup, tu en viens à douter de toi, en fait, et tes compétences, en disant, bah, moi, en fait, je n'ai pas réussi, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez sociable, je ne suis pas assez extraverti. Mais forcément, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est manifestement les gens qui ont envie de se montrer, donc c'est plutôt des gens qui sont extravertis. Ceux qui sont introvertis ne vont pas aller se mettre sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, tu as déjà un filtre. Et ce filtre-là, il crée vraiment une pression très importante parce que ça te crée une comparaison sociale qui n'est pas juste, en fait. Tu as l'impression que tout le monde va bien tout le temps, que tout le monde est heureux tout le temps. Et c'est un peu ce que tu dis, c'est un peu le message qui est véhiculé aussi dans la publicité. C'est-à-dire, dans une publicité, on ne va pas te faire vendre une voiture avec quelqu'un qui est déprimé à côté. On va te faire vendre une voiture avec quelqu'un qui a l'air jeune, beau, sportif. Et du coup, tu vas associer le côté beau, jeune, sportif avec la voiture. Et donc, derrière, tu vas te dire, bah, tiens, si j'achète cette voiture, bah, peut-être que je serai perçu comme beau, jeune et sportif, en fait. Alors, donc, attends, David, imperfection. J'ai un petit problème de batterie. D'accord. Les amis, je vais charger mon ordinateur et je reviens. Voilà, c'est comme ça et on l'accepte. À tout de suite. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, David? C'est revenu? Je sais pas. Je suis juste allée charger mon ordinateur pour la vidéo et paf. Non, mais franchement, non, mais alors, je sais me téléporter. J'ai découvert la téléportation. Attends, j'arrive. En fait, c'est vraiment ce que tu disais. C'est vraiment l'image
que les personnes vont renvoyer. Je n'étais absolument pas à la plage. Bon, ça se voyait un peu quand même. C'était pas les trucages non plus. Moi, je me suis dit, Aurore, ça y est, elle fait des vidéos, elle est en voyage tout le temps, elle est dans les Caraïbes. Ah ouais. Moi, je suis plutôt montagne. Alors, franchement, je suis plutôt montagne et fraîcheur que plage, très sincèrement. Mais je trouve cette vidéo sympa, ce fond sympa. Mais c'est exactement ce que tu as dit. Et vraiment, en plus, c'est du hasard que je mette ce fond et que tu parles des vidéos et qu'à ce moment-là, il y a un problème de batterie. Mais ça permet, vous voyez, des situations comme ça, parce que finalement, ça permet, par hasard, c'est vraiment pas prévu tout ça, bah, de vous montrer que ce qui est montré à l'autre, ce que je vais montrer à l'autre, c'est qu'une image. Et qu'une personne qui, à ce moment-là, dans sa vie, va être en difficulté. Par contre, par exemple, quelqu'un qui a envie de partir en vacances, qui meurt d'envie d'aller en vacances et qui, pour X raison, n'est pas parti, voit le fond avec les palmiers, va faire oh, non, mais c'est pas vrai. Alors, et ça va nourrir pour soi un sentiment négatif. On est bien d'accord là-dessus. Et on va rester figé là-dessus. Le cerveau va rester figé là-dessus. Et ça va générer du stress et du mal-être. Ouais. Exactement. Ouais. Tu m'avais dit un truc super intéressant quand on avait discuté. Tu m'avais dit que le cerveau, il allait chercher, en fait, quand il a une situation inconnue, il allait chercher des éléments du passé pour comprendre ce qui s'était justement passé et pour trouver d'autres solutions pour pouvoir encore mieux faire. Mais que nous ne sommes pas habitués à comprendre ça et que du coup, nous prenons ces visions du passé, entre guillemets, pas d'échecs, mais de difficultés, et on va rester figé là-dessus et on va se dire, puisque ça a été difficile par le passé, ça va l'être à nouveau dans le futur. C'était un petit peu ce que tu m'avais expliqué, Sia. Oui, si on reprend ce qu'on s'est dit au tout début de la discussion là tout à l'heure, en fait, on disait le stress c'est une adaptation, c'est une capacité d'adaptation. Donc clairement, en fait, ton cerveau, il a pour objectif de t'aider à t'adapter au mieux à la situation. En fait, on pourrait dire que ton cerveau, c'est une grosse machine à résoudre des problèmes. Parce que du coup, on est confronté à des choses, tu vois, des trucs aussi bêtes, parce que nous, ça fait partie de notre quotidien bête et méchant. Donc, on sait s'alimenter, on sait faire tout un tas de trucs. Mais si tu reviens à l'époque des chasseurs-cueilleurs, ils se levaient le matin et il fallait qu'ils résolvent le problème de comment je vais faire pour m'alimenter aujourd'hui, etc. Donc, en fait, le cerveau, c'est une grosse machine à résoudre des problèmes. En permanence, il fait ça. Et tu vois bien, quand on discute, il faut bien que je résolve la relation, la distance, la proximité, qu'est-ce que l'autre est en train de me raconter, il faut que je déchiffre, qu'est-ce qu'il attend de moi, qu'est-ce qu'il me demande. Donc, en fait, je suis en permanence dans ma journée en train de résoudre des problèmes, petits ou gros, mais en permanence, je suis dans cette façon de faire. Maintenant, quelle est la plus grosse ressource que je possède pour résoudre les problèmes? C'est de voir comment j'ai résolu les anciens problèmes. Ça veut dire que mon cerveau, il va avoir tendance à comparer la situation que je suis en train de vivre aujourd'hui avec toutes les situations connues du passé, parce que du coup, c'est une ressource. C'est un peu comme, tu vois, c'est Malraux qui disait celui qui oublie son passé est condamné à le répéter. Et en fait, l'intérêt de l'histoire, c'est ça, tu vois, c'est que si on discutait avec des historiens, pourquoi ils passent des vies entières à s'intéresser à l'histoire alors qu'on est dans le passé? Parce qu'en fait, l'histoire, elle est intéressante parce qu'elle peut nous éclairer sur la manière dont on vit aujourd'hui, de tirer des conséquences de tiens, cette situation, on l'a déjà connue, voilà comment on a réagi, voilà quel résultat ça a donné. Du coup, ça peut être utile pour moi de faire la même chose. Tu vois, quand on donnait l'histoire de la cible tout à l'heure, si je tire d'une certaine manière et que j'atteins ma cible, du coup, c'est intéressant de l'enregistrer parce que demain, si je dois faire la même chose, mon cerveau il va se dire attends, hier, tu as fait comme ça et ça a bien marché. Si tu fais une super recette de gâteau au chocolat aujourd'hui, la semaine prochaine, quand tu vas me recevoir et que tu auras envie de faire un très beau gâteau au chocolat, là, il y a de la suggestion, tu vois. J'ai compris. Du coup, ton cerveau, il va se dire, attends, comment je dois m'y prendre pour faire le gâteau au chocolat? Est-ce que j'ai déjà fait ça? Oui, je l'ai déjà fait la semaine dernière. C'était quoi le résultat? Il était top. OK, en fait, il faut que je fasse exactement la même chose. Donc ton cerveau, il va aller chercher, par comparaison temporelle, tous les éléments de ton vécu. C'est ça. Maintenant, alors la difficulté, c'est que ça va marcher avec des expériences favorables, mais ça va aussi marcher avec des expériences désagréables. Donc, ça veut dire que si par exemple, ton gâteau au chocolat, il est catastrophique et que tu te dis, ouais, je suis trop nul et que tu te juges et que tu te dis, j'y arriverai jamais, je suis vraiment une piètre cuisinière, etc. Tu vois, tu vas inscrire quelque chose un petit peu en signal d'alarme dans ton cerveau. Et la semaine prochaine, si tu dois faire un gâteau au chocolat, ton cerveau va comparer avec les expériences antérieures. Et là, il va se dire, oulala, la dernière fois que j'ai fait le gâteau au chocolat, c'était une catastrophe.
les gens, ils ont été malades, moi, j'ai été malade, c'était l'horreur. Et ben, du coup, tu as un niveau de stress qui va être beaucoup plus élevé maintenant. Maintenant, si ça fait 15 fois que tu fais 15 gâteaux au chocolat qui sont horribles, et ben, tu vois, ça enfonce le clou et tu es vraiment en train de créer l'idée que vraiment, tu n'es pas faite pour ça. Mais le problème, c'est que ton cerveau, il va comparer avec ça. Donc maintenant, si tu te mets dans l'emploi, si je passe 3 entretiens d'embauche qui ne sont pas forcément super bien passés, quand je vais aller au le quatrième fois, mon cerveau il va comparer avec ces 3 premières expériences. Et le risque, c'est que si je m'identifie à ces expériences sans prendre le recul de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est un apprentissage, qu'est-ce que j'ai appris, c'est-à-dire il y a quelque chose de positif et constructif là-dedans, si je n'arrive pas à faire ce travail de transformation-là, et ben, ces 3 expériences vont alimenter un stress aujourd'hui. Et mon cerveau, du coup, il va anticiper la suite de manière un peu identique à ce qu'il connaît déjà. Parce que le futur, du coup, il peut pas l'inventer. Il va dessiner le futur en fonction de ce qu'il connaît déjà de son passé, en fait. Et souvent, on emploie l'image de la voiture et du rétroviseur. Alors, on pose la question bête en disant, mais est-ce que tu as une idée de pourquoi ton pare-brise avant, il est vachement plus grand que ton rétroviseur? Parce qu'en fait, quand tu regardes en arrière, ça doit représenter qu'une toute petite partie, mais l'essentiel du truc, c'est de regarder devant, en fait. Parce que si tu as le nez collé sur le rétroviseur à l'arrière et que tu ne regardes plus ton pare-brise, tu ne peux pas avancer. Et en fait, il faut comprendre que ton cerveau, naturellement, il va avoir tendance à attirer ton regard sur le rétroviseur parce que lui, il veut comparer avec ce qui s'est déjà passé. Mais c'est OK de faire ça. Mais c'est OK à partir du moment où on ne reste pas coincé là-dessus et qu'une fois qu'on a conscience de ça, c'est de se dire, là, je suis en train de comparer toutes mes expériences antérieures et c'est des expériences désagréables. OK, c'est normal, mon cerveau fonctionne comme ça. Et en même temps, c'est aussi intéressant parce que s'il fonctionne comme ça, il me permet d'aller repérer quels sont les points que j'ai à améliorer. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ces histoires passées? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et donc, du coup, qu'est-ce que je peux améliorer en regardant devant maintenant? Et c'est un concept qui est très important en psychologie, ce qu'on appelle être proactif. Tu vois, c'est je reste actif plutôt que de subir la situation. Ce que tu parlais, c'est important. Plutôt que de subir la situation, c'est qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer dans cette situation et comment je peux aller de l'avant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. On reste acteur, on ne subit pas et on va se donner les moyens au lieu de rester concentré sur des éléments négatifs. On va être indulgent, se dire ok, je peux l'améliorer. Et puis c'est génial, on m'a fait un feedback. Et puis en plus, si on me dit non, c'est pas non à moi, c'est pas non à ma personne, c'est juste non à une proposition que j'ai faite. Donc est-ce que ma proposition, comme tu l'as dit, elle était suffisamment impactante? Est-ce que j'ai su à ce moment dans ma proposition, j'en ai la chair de poule, être suffisamment justement connecté à mes valeurs, à mon pourquoi? Est-ce que j'ai su transmettre ce message-là? Est-ce que l'image que j'ai renvoyée de moi est réellement qui je suis? C'est important tout ça. Donc du coup, ce qui est intéressant, tu l'as dit, c'est vraiment aller chercher du feedback, être dans la curiosité. Et puis sur Internet, maintenant, il y a pas mal d'outils, de vidéos et de choses comme nous, par exemple, pour aller chercher de l'information et apprendre. On a vraiment une richesse sur Internet de médias qui vont nous permettre d'aller chercher et puiser des informations. On peut oser demander du feedback à cet employeur qui nous a reçus. On a vraiment une mine d'outils qui nous permettent d'avancer et de se dire, OK, là, j'ai peut-être pas su suffisamment me mettre en avant, et ben c'est OK. La prochaine fois, je vais être encore mieux, je vais encore mieux me présenter, je vais apprendre. Et la prochaine fois, il y a peut-être encore autre chose à améliorer, mais c'est génial. C'est génial que chaque expérience que je rencontre dans ma vie m'aide à avancer. Je donne souvent un exemple en atelier sur ça, un truc tout simple. Je parle de ma grand-mère. Alors, ma grand-mère m'a toujours dit, Aurore, on ne cesse d'apprendre que le jour où on est mort. C'est une phrase qui est toute simple, mais qui a été un guide. J'ai bientôt 40 ans, ça passe vite. Mais cette phrase est un guide pour toutes les années qui sont passées, toutes les années futures, parce qu'effectivement, on n'arrête d'apprendre que le jour où on est mort. Donc, ça veut dire que tant qu'on est en vie, on a plein de choses à apprendre, à découvrir, et quel que soit l'âge. On est d'accord là-dessus, hein. C'est important d'être dans cet apprentissage, d'être dans cette curiosité pour aller de l'avant. Et puisqu'on est dans cette énergie positive, le stress, du coup, on le sentira moins. Ouais. C'est top, hein. J'espère vraiment que tout ce qu'on s'est dit va aider des personnes à prendre du recul, à se dire « Ah, mais c'est normal le stress, et puis il y a des façons de le gérer. » Donc ça, c'est top. Mais tu sais ce que tu es en train de dire, ça me fait penser, mais tu connais ça, je crois, c'est les travaux de Carol Dweck Oui. sur l'état d'esprit. Oui.
Et donc, c'est une psychologue américaine. Et en fait, c'est intéressant parce que ce qu'elle remarque, c'est qu'il y a deux conceptions, en fait. C'est soit j'ai un état d'esprit fixe, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'état d'esprit fixe, je suis convaincu que mes compétences, elles sont stables dans le temps et que du coup, c'est soit je suis bon en maths, soit je suis nul, soit je suis bon en pâtisserie, soit je suis nul, mais que c'est comme ça, en fait. Tu vois, il y aurait des gens qui seraient bons en maths et des gens qui seraient nuls en maths. Mais du coup, voilà, c'est inné. Et je ne peux pas y faire grand-chose. Et du coup, si tu as cet état d'esprit fixe, évidemment, quand tu n'es pas à l'aise dans quelque chose, c'est une condamnation, parce que si tu n'es pas à l'aise, ça veut dire que tu es nul et que ça ne changera pas. Et elle compare ça avec d'autres gens qui ont un autre état d'esprit, ce qu'elle appelle l'état d'esprit de croissance. Et dans l'état d'esprit de croissance, c'est vraiment tout ce qu'on vient d'échanger là-dessus. Ah, on t'entend plus, David? David, je mets pause, on a perdu David. Voilà, on a récupéré David, on prend la vidéo. Tu m'entends? Oui, oui. Tu m'entends? Ça y est, ouais, on ne te voyait plus, on ne t'entendait plus en fait. D'accord. Ça y est, Ok. Moi, je me voyais bien. Tu étais figé. Ben justement, tu étais figé, tu étais fixe. La vie est belle. Et là, on est dans un état de croissance où on remet la vidéo en marche pour aller de l'avant. J'ai même pas fait exprès. Ouais. C'est relancé là l'enregistrement? Oui, oui, c'est bon. C'est relancé. Donc en fait, je t'ai mimé l'état d'esprit fixe. C'est ça, paf, tu t'es figé d'un coup. Et l'état d'esprit de croissance, Voilà. l'état d'esprit de croissance, c'est vraiment la logique de l'apprentissage. C'est-à-dire que quel que soit le point duquel tu pars, tu peux que t'améliorer en fait. C'est important. Et tu vois, sur l'exemple de la guitare, forcément, le point de départ, si j'ai jamais joué de la guitare, c'est un point de départ où je ne sais pas jouer, où du coup, évidemment, je suis nul. Maintenant, quel que soit ce point-là, quelles que soient mes capacités, mes compétences, le fait d'être doué ou pas, si je prends des cours, je vais forcément m'améliorer par rapport à mon point d'origine. Par contre, peut-être que je ne ferai peut-être pas forcément des concerts, mais ça, on s'en fout, mais n'empêche que je me suis amélioré par rapport à mon point d'origine. Et c'est ça l'état d'esprit de croissance. C'est quel que soit le domaine de ma vie, que je me considère comme étant bon ou pas bon. Dans tous les cas, à partir du moment où je vais mettre de l'expérience, que je vais m'entraîner, que je vais avoir des apprentissages, je ne peux que m'améliorer par rapport à mon point d'origine. Et c'est ça qui est super important. Et c'est important d'avoir un état d'esprit de croissance parce que du coup, le stress, il n'est pas le même. Ouais. Je vais te donner un exemple. Que je suis en train de m'améliorer, que je suis en train de m'exercer, que c'est une expérience, que du coup, c'est cool. Je suis content, en fait. Le plaisir dont tu parlais, on a le plaisir dans l'apprentissage, tu vois. J'ai le plaisir d'être en train de m'améliorer, d'être en train de me perfectionner et j'ai plaisir à me dire, tiens, plus tard, je vais être encore meilleur que ça. Et là, je vais prendre du plaisir. Maintenant, si je suis dans un truc statique, je suis plombé, en fait. C'est hyper important d'avoir cet état d'esprit que tout est apprentissage et en permanence, je ne peux que m'améliorer. Alors, je vais donner un exemple, pas professionnel mais privé. Pendant des années, j'ai pas su jouer aux échecs et je m'étais dit, je suis nulle aux échecs. Tu vois, tout ça, tout ce qu'on se dit, je le connaissais pas à l'époque. Et je voulais tellement faire plaisir à mon mari, tu vois, j'étais dans… C'est génial d'être nul aux échecs, ça veut dire que tu n'as que des réussites. Mais c'est ça, je peux que m'améliorer. L'ouverture est gigantesque. Et tu sais ce que tu es en train de dire, je veux vraiment partager ça parce que déjà comme ça, on quitte un peu la recherche d'emploi pour dédramatiser puis baisser en pression là-dessus et montrer que c'est vraiment dans la vie en général. Enfin, tout ce qu'on dit, c'est pas que de la recherche d'emploi, c'est même utile pour vraiment la vie en général. Et quand vous vous dites, je suis nulle en maths, je suis nulle pour jouer aux échecs, je suis nulle pour faire à manger, sachez ceci, c'est que les échecs, j'étais nulle, je ne savais pas y jouer. En tout cas, c'est l'histoire que je me racontais. C'est l'histoire que je me racontais. Ce n'est pas une vérité, c'est juste l'histoire à laquelle je croyais, par manque de confiance en moi à l'époque. C'est important d'entendre ça. Mais je voulais tellement faire plaisir à mon mari, c'est-à-dire que j'avais un objectif et j'avais l'envie. On a tout ce qu'on était en train de se dire là aujourd'hui. Et je suis allée chercher des solutions pour m'améliorer. Tu vois, c'est vraiment tout ce qu'on s'est dit. Et du coup, j'ai téléchargé un logiciel gratuit pour apprendre en fait à jouer aux échecs. Et je me suis entraînée contre l'ordinateur en montant de niveau. Alors, je vous jure que ça m'a pris beaucoup de jours, même de semaines. Mais j'ai réussi à jouer aux échecs avec mon mari. J'ai même failli gagner. Il m'a dit, mais Aurore, mais t'as jamais joué aux échecs?
mais comment tu as réussi à faire ça? Parce que je lui avais pas dit, c'était une surprise. Et c'était beau comme surprise. Et si moi je suis arrivée pour les échecs, je vous jure que vous pouvez y arriver en recherche d'emploi. Ça, je vous promets, je vous le garantis. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais partager parce que on a tous cherché dans votre vie, je pense que tu seras d'accord là-dessus en termes d'exercice, cherchez dans votre vie des moments où vous ne saviez pas faire. Un gâteau au chocolat, jouer aux échecs, conduire. Tiens, vous ne saviez pas conduire la première fois que vous avez mis les volants. Et pourtant, aujourd'hui, c'est devenu une telle routine que… C'est un super exemple, la conduite. Ah, C'est un super exemple parce que, en fait, quand tu montes dans une voiture pour la première fois, tu imagines, tu as toutes les choses auxquelles tu as à penser. Le volant, les rétroviseurs, les pédales, il y en a 3, il y a un frein à main, il faut que tu mettes ta ceinture, il faut que tu regardes à droite, à gauche. Et puis en plus, ça, c'est ce qui se passe dans la voiture. Mais après, tu as ce qui se passe dehors la voiture parce qu'il faut que tu reconnaisses les signaux les panneaux de signalisation. Et en plus, il se passe des choses. Il y a des gens qui traversent la rue, il y a des voitures qui passent. Et donc, en fait, tu as une masse d'informations qui est énorme. Et la plupart du temps, la première fois que tu montes dans une voiture, tu es un peu paniqué, quoi, te dire tout ce qu'il y a. Maintenant, tu montes dans ta voiture et hop, tu démarres et tu ne te poses même plus la question. Ça veut dire que c'est passé en mode automatique. Mais pour que ça passe en mode automatique, il faut que tu aies un nombre de répétitions qui soit suffisant. Et ouais, c'est hyper important. Donc, tu as répété, répété, répété. Et du coup, à un moment donné, à force de répétition, ça devient automatique. Et c'est vraiment ça la question de l'apprentissage. Exactement. Moi, j'avais envie de rebondir parce que du coup, tu racontais un truc perso. Bah, je vais te livrer un truc perso aussi. C'est une petite honte personnelle, mais n'empêche que je trouve que c'est génial. C'est génial. Tu sais, mon premier entretien d'embauche, le recruteur me parle du poste, de la boîte, de l'entreprise, etc. Et il me pose la fameuse question de et pourquoi vous voulez travailler pour nous? Et moi, ma réponse à cette époque, ça a été parce que je cherche du travail. Pour moi, c'est honnête. J'étais honnête, mais je vois ta réaction. Et le mec m'a répondu en me disant, donc vous pensez que je vais vous recruter parce que vous cherchez du travail? Et je dis, bah ouais. Mais en fait, tu vois, évidemment, aujourd'hui, en fait, j'en rigole parce que je me dis, mais c'était trop nul de répondre ça. Sauf que, en fait, ça m'a tellement marqué parce que je l'ai vu dans son visage que j'avais dit une bêtise, en fait, et que c'était pas OK pour lui. Et puis, en plus, l'entretien s'est terminé très vite et je n'ai jamais eu de nouvelles de ce mec-là. Donc, je n'ai pas été pris, évidemment. Mais en fait, tu vois, ça m'a tellement marqué que ça m'a beaucoup questionné en me disant, mais du coup, évidemment, ce n'est pas ça que j'aurais dû répondre, mais du coup, j'aurais dû répondre quoi, en fait? Et qu'est-ce qui aurait été une bonne réponse? Et du coup, derrière, je suis allé chercher des informations, je me suis questionné, j'ai passé d'autres entretiens, et puis après, moi-même, j'étais en position de faire passer des entretiens à des gens ou de coacher des gens pour ça. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, ce que j'ai compris, c'est que ça va dans les deux sens. C'est que à niveau égal, à compétence égale, la personne qui va être recrutée, c'est la personne qui a réussi à créer une relation durant le temps d'entretien. Qu'est-ce qui va faire que j'ai créé une relation? Eh ben, dans une relation, il y a un partage et il y a un échange. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que j'arrive à glisser l'idée de qu'est-ce que je pense que je vais apporter à l'entreprise. C'est une collaboration. C'est ça. Moi, je vais vous apporter des choses dans l'entreprise parce qu'en fait, moi, voilà mes compétences, voilà mon CV, voilà ma motivation, voilà mes expériences, mais voilà aussi mon caractère et voilà ce que moi, je pense vraiment vous apporter dans l'entreprise. Et du coup, si vous me recrutez, eh ben, je vais pouvoir vous donner ça, en fait. Je vais pouvoir vous apporter tout ce que j'ai là de mes compétences. Mais il faut que ça aille dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que vous arriviez à donner aussi l'information de se dire, et moi, j'ai envie de travailler pour vous parce que je pense que travailler dans cette boîte, ça va m'apporter ça, ça va m'apporter ça, ça va m'apporter un travail d'équipe, ça va être génial, ça va m'apporter une vision d'entreprise que vous avez partagée avec moi tout à l'heure. Et donc, en fait, là, tu vois, il y a un truc un peu circulaire où à la fois, je vais apporter des choses dans l'entreprise, mais comme l'entreprise va aussi m'apporter des choses, on est dans un truc un peu gagnant-gagnant. Et c'est important que ça, mais tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup plus tard. N'empêche que ce n'était pas ma première réponse. Tu vois, ma première. Mais c'est vrai que quand on débute en recherche d'emploi, on ne connaît pas tout ça, on teste. Moi, je dis ça, on fait avec notre cœur, c'est-à-dire qu'on fait du mieux possible, on fait du mieux qu'on pense, on va écouter un petit peu ce qu'on nous dit. Là où il y a le souci, c'est quand on va faire ces actions-là et rester figé justement dans ces actions-là en se disant, mais du coup, c'est moi qui ne fonctionne pas, c'est moi qui ne vais pas. Non, c'est juste comment j'aborde les choses, donc on peut s'améliorer, c'est ça qui est génial. Enfin, j'espère vraiment que c'est le message qui va passer pour cette conférence-là, c'est
ce n'est pas vous en tant que tel. Vous, comme ça, vous êtes géniaux, vous avez de la valeur, mais vraiment, waouh, mais dites-le vous, quoi. Soyez dans cette gratitude de vous dire, mais voilà, je me suis donné les moyens, j'ai fait ma formation, j'ai réussi des expériences, j'ai eu des résultats, d'être dans cette connaissance de soi, cette gratitude vis-à-vis de soi-même, cette indulgence vis-à-vis de soi-même, de dire, bah tiens, j'ai répondu une chose bizarre à mon entretien d'embauche, par exemple. Et de se dire que ce n'est pas vous à remettre en question en tant que tel, c'est pas vous en tant que personne, en tant qu'être humain, mais c'est vraiment ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le côté peut-être réseau. Est-ce que j'ai du réseau finalement pour m'aider? Est-ce que ça, je l'ai réfléchi? Est-ce que c'est le côté personne polluante? Parce que j'ai peut-être effectivement des gens qui me polluent. Et le problème, c'est que si elles me polluent, je ne peux pas avancer. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Et puis, ça va être aussi les outils. Est-ce que finalement, mes outils sont adaptés? Est-ce que mon discours est adapté? Donc, ce n'est pas moi en tant que personne, c'est vraiment tout cet autour que je peux que améliorer. Et c'est génial. Et c'est génial. Voilà. Il y a une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Martin Latulipe qui dit « meilleur humain, meilleur demain ». Voilà, ça complète ce que disait ma grand-mère. Je ne vais peut-être pas le redire pour pas le encore. Mais c'est ça, c'est vraiment dans ce processus de croissance, on ne peut que s'améliorer. Un enfant, un bébé va tomber, mais il s'en fout, il accepte, il est OK avec ça. Parce qu'il sait ce qu'il veut, il sait comment il le veut, il sait pourquoi il le veut. Parce que c'est trop cool d'aller choper le gâteau au chocolat qui est là-haut sur la table et que franchement, il en a marre de ne pas pouvoir en avoir. Et c'est vraiment le message qu'on a envie de faire passer aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on clôture cette session aujourd'hui et qu'on se retrouvera, je pense, pour donner des astuces comme la cohérence cardiaque, voilà, qu'on sépare les deux en termes d'astuces et vraiment de réflexion aujourd'hui? Non, je pensais, ok, c'est un sujet qui est inépuisable en fait. On pourrait en parler pendant des jours entiers et puis c'est tellement ramifié à plein d'autres sujets, donc c'est inépuisable en fait. Non, pour aujourd'hui, je pensais, ok, je pense que tu as résumé un petit peu les points importants. Il y a vraiment le fait de voir le stress non pas comme un problème, mais comme vraiment quelque chose de l'ordre de l'adaptation, d'être ok avec ça, de s'accepter. Et c'est hyper important du coup de s'accepter et de ne pas se juger en permanence. Si je me juge en permanence, j'augmente mon niveau de stress. M'accepter, c'est hyper important. Et puis, je pense du coup, tu vois, dans l'entretien, il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Je ne suis pas seulement la personne qui cherche un emploi, en fait. Je suis aussi une personne qui a des choses à apporter. Et donc, j'ai de la valeur, tu vois. Et c'est hyper important parce que je n'ai pas à me dénigrer du fait que, tu vois, comme si je suis en recherche d'emploi, donc je ne suis pas complet. Bien sûr que si. On a vu cette discussion l'autre fois. Peut-être si, peut-être terminer là-dessus, tu vois, sur la question de l'identité. Et du monde. C'est… on avait discuté de ça, du principe où des fois je discute avec des personnes à la retraite et en fait c'est intéressant parce qu'elles ont deux manières de se présenter. C'est soit elles vous disent bah, je suis un retraité ou soit elles vous disent je suis un plombier à la retraite. Mais la différence elle est énorme en fait parce que si je suis un retraité, je ne sais pas trop mon identité professionnelle. Maintenant si je suis un plombier à la retraite, ça veut dire que je suis un plombier. Mais c'est juste que j'exerce plus maintenant parce que je suis à la retraite, mais je suis un plombier en fait. Ça fait partie de mes compétences, de mon identité. Et du coup, c'est un peu la même chose. Est-ce que je me présente en me disant je suis au chômage, je suis un chômeur, ou est-ce que je me présente en disant bah, tiens, je suis un plombier à la recherche d'un emploi, mais je ne suis pas un chômeur en fait, je suis un plombier à la recherche d'un emploi, ce n'est pas la même chose. J'ai des compétences de plombier, je suis un plombier, je sais faire ce métier-là. C'est juste que là, je suis à la recherche d'un emploi parce que du coup, il n'y a pas d'entreprise pour l'instant qui a souhaité bénéficier de mes compétences. Et c'est important, tu vois, je dis, il n'y a pas d'entreprise qui a souhaité bénéficier de mes compétences, c'est-à-dire il n'y a pas d'entreprise qui a eu la chance actuellement de bénéficier de qui je suis et de ma valeur ajoutée. Et donc, c'est hyper important en fait. Ce n'est pas parce que je suis à la recherche d'un emploi que je vaux moins que quelqu'un d'autre en fait. J'ai les mêmes compétences. Je suis plombier, je suis menuisier, j'ai des compétences énormes. C'est juste que ces compétences-là, aujourd'hui, il n'y a pas l'entreprise qui a la chance de bénéficier de mes compétences. Et donc, quand je vais voir cette entreprise, évidemment, je suis à la recherche d'un travail, mais en même temps, je dois aussi faire sentir le fait que j'ai des compétences à donner et que l'entreprise, elle va être gagnante aussi. Tu vois ? Et je crois que c'est vraiment la question de la confiance en soi et de la valorisation. C'est vraiment quelque chose qui est super important. J'ai plein de valeurs et j'ai plein de compétences, même si je suis à la recherche d'un emploi. Et ce qu'on se disait l'autre fois pour terminer là-dessus, c'est que je ne suis pas qu'un travailleur en fait. J'ai aussi d'autres activités dans ma vie. J'ai peut-être une compagne, j'ai peut-être des enfants, j'ai sûrement des parents, j'ai des amis, j'ai des voisins. Et en fait, je peux être un très bon mari, je peux être un très bon père,
je peux être un très bon voisin qui peut être là pour les autres, qui peut être présent, tu vois. On a vu avec le Covid, tu vois, toutes les personnes qu'on considérait comme étant des petites mains et qui étaient hyper mal vues parce que ce n'était pas hyper bien vu d'être éboueur ou d'être caissier. Et là, on se rend compte, d'un coup, les gens devenaient les héros du quotidien et les héros de l'ordinaire, tu vois. Et on s'est dit, mais ces gens-là, en fait, ils ont des compétences de dingue. Et en fait, tu te rends compte que c'est limite ces personnes-là qui sont les plus bienveillantes avec les autres, en fait, tu vois. Et donc, à un moment donné, c'est super important. C'est peut-être que je n'ai pas d'activité professionnelle aujourd'hui, mais n'empêche que je suis quelqu'un d'extraordinaire et que je peux apporter plein de choses auprès de ma compagne, auprès de mes enfants, auprès de mes voisins, auprès de ma communauté et peut-être dans le monde des loisirs ou peut-être, tu vois, il y a des gens qui sont à la recherche d'emploi mais qui coachent des gamins pour jouer au foot ou des trucs comme ça. Et en fait, d'un point de vue communautaire, ils ont une place absolument extraordinaire. C'est des gens absolument fabuleux. Bah ouais, ils sont en recherche d'emploi aujourd'hui, mais n'empêche qu'ils sont fabuleux en fait. Tu vois. Et je crois que c'est vraiment important de rester là-dessus. Les gens sont des personnes certainement extraordinaires. Il ne faut pas qu'elles oublient ça, même si elles sont à la recherche d'un emploi. Vous n'êtes pas votre statut. En fait, ce que vous explique David, c'est que vous n'êtes pas votre statut. Vous êtes alors, après un père, une femme, un enfant, c'est aussi un statut. Mais vous êtes vos valeurs, vous êtes vos rêves, vous êtes vos expériences du passé, vous êtes vos désirs, vous êtes vos envies. Vous êtes qui vous êtes. Donc ça, on en a déjà parlé. Vous retrouverez les vidéos sur ma chaîne YouTube sur qui je suis. Mais vous n'êtes pas chercheur d'emploi. Vous n'êtes pas chômeur. Ça, c'est vraiment quelque chose, tu l'as très bien dit, c'est dans votre vocabulaire, transformer ça. Soyez dans cette logique de croissance, justement. Soyez plutôt à dire, je suis peut-être vendeuse, responsable de production, je suis directrice, je suis aide-soignante, je suis psychologue, je suis conférencière, je suis, mais certainement pas votre statut. Votre statut, c'est salarié, ou effectivement recherche d'emploi. Mais c'est qu'un statut, c'est-à-dire que ça peut interchanger à un moment donné. Mais qu'est-ce que je fais de ce statut? C'est ça qui est important. Je ne suis pas ce statut, mais c'est qu'est-ce que je fais de ce statut pour passer à un autre statut. Voilà, c'était vraiment important. Et on avait également dit, et je pense que ça sera le mot de la fin, que notre société actuelle nous identifie vraiment au manque. Parce que dans cette logique de production, financière, si je ne produis pas, je ne suis rien. C'est vraiment cette logique-là. Donc, si je ne suis pas en emploi, je ne produis rien. Je ne participe pas à l'effort collectif. Et c'est en ça que cette image, cette étiquette du demandeur d'emploi, d'ailleurs, on ne l'a pas prononcé parce que c'est pour moi, ça me fait saigner les oreilles. Un demandeur d'emploi, ça me fait saigner les oreilles. Demander un emploi. Mais vraiment, c'est important de se détacher de cette étiquette qu'on nous met du manque. Vous êtes complet? Il vous manque rien, il ne vous manque rien. Vous êtes complet, vous avez la vie que vous avez de la valeur, vous avez d'expérience passée, vous avez cette énergie de croissance pour encore vous améliorer et être encore meilleur, mais c'est génial, c'est génial. Voilà, donc prenez soin de vous, croyez en vous, regardez cette vidéo autant de fois qu'il le faut pour vous en nourrir et aller chercher ce dont vous avez besoin. Merci infiniment David, merci beaucoup pour ce merveilleux moment à deux. Merci à toi, Aurore, pour ta confiance et puis merci pour cet échange et ta bienveillance aussi. Ah ouais, moi, je me suis énormément amusée et on se l'était dit tous les deux qu'on ferait un truc sérieux, mais sans se prendre au sérieux, donc on a réussi, je crois. Moi j'ai adoré le gâteau au chocolat. Ah bah... non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on fera une autre vidéo, mais pas en webcam, on la fera en face à face, vraiment. Donc, on verra si tu viendras dans ma magnifique île. Ah zut, elle est partie. Ou si on la fera chez toi ou ailleurs, qu'importe. Et du coup, un beau gâteau au chocolat et la bouche pleine de gâteau au chocolat. David, si tu l'acceptes, tu pourras nous transmettre plein de petites astuces sur comment diminuer ce stress, comment l'entendre, l'écouter, le diminuer. Par exemple, on parle de la cohérence cardiaque au début, mais on reviendra là-dessus. Qu'est-ce que c'est vraiment? Tout le monde ne connaît pas. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et donc, exact. dingue. Peut-être dans la même logique, je le fais un petit peu à ta place, mais du coup, peut-être, tu vois, dans les commentaires, les gens, ils peuvent dire qu'est-ce qui les a inspirés dans cette vidéo, qu'est-ce qui a vraiment été important pour eux. Parce qu'on a parlé de plein de choses, tu vois, souvent, moi j'aime bien poser la question d'entretien en disant, si vous deviez oublier tout ce qu'on s'est dit là et garder qu'un truc qui a été important pour vous, ça serait quoi? Ben ça peut être intéressant à envoyer. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Et mettez sous la vidéo qu'est-ce qui a été inspirant pour vous. Et puis du coup, dans un deuxième point, vous pouvez aussi mettre de quoi vous auriez besoin pour vous inspirer davantage. Et ça donnera des idées à Aurore pour ses prochaines vidéos. Qu'est-ce qui serait utile pour vous pour les prochaines fois? Et voilà.
C'est top. Et du coup, un gâteau au chocolat pour savoir gérer ce stress et d'autres conseils du coup de David. Génial, c'était vraiment merveilleux. J'espère que vous êtes amusés autant que nous. Parce que la recherche d'emploi, c'est sérieux, mais on peut le faire de façon tellement décontractée et voilà, et se faire plaisir. Donc, merci infiniment, David. À bientôt, les amis. Je vous retrouve sur d'autres vidéos par rapport à la recherche d'emploi. David, on se retrouve très bientôt aussi, avec grand plaisir. Et je te promets, il y aura gâteau au chocolat. Belle journée. Au revoir, les amis. Au revoir. Ciao.